Ma femme a avoué calmement, presque avec ennui. Je suis avec lui depuis 1 an. Tu n'as jamais eu le cran de me quitter. Sans moi, tu ne peux pas garder cette maison. Je n'ai rien dit, et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Cela l'a choqué, bien plus que n'importe quelle dispute. À 8 heures du matin, son téléphone a sonné, et son cauchemar a commencé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Adrien. J'ai 49 ans. Et, pendant 3 ans, j'ai laissé la femme qui dormait à mes côtés, croire que j'étais un pauvre idiot. Mais laissez-moi commencer par le début. Car j'ai besoin que vous compreniez qui j'étais, jusqu'à cette fameuse nuit. J'ai rencontré Esther quand j'avais 27 ans. Je travaillais comme mécanicien, dans un garage qui ne m'appartenait pas. Elle était caissière dans un magasin d'électroménager, 2 rues plus loin. Elle passait devant le garage tous les jours, à 18 heures. Il m'a fallu 4 mois, pour trouver le courage de lui parler. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Lors d'une fête avec des chaises empruntées, et un gâteau préparé par sa sœur. À l'époque, nous étions 2 personnes qui n'avaient rien. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand 2 personnes n'ont rien, il est facile de s'aimer. Le plus dur vient après. Notre fille, Estella, est née. Je travaillais 12 à 14 heures par jour, dans le garage de cet autre homme. Je rentrais à la maison les mains noires de cambouis. Je m'asseyais sur le sol de la salle de bain, parce que je ne voulais pas salir les chaises. Elle, de son côté, a été promue chef de rayon au magasin. Et, à un moment donné au cours de ces 20 années, sans que je sache exactement quand, la façon dont elle me regardait a changé. Ça a commencé par de petites remarques. Elle disait que mes mains sentaient mauvais. Que je ne devrais pas être invité à ces dîners d'entreprise, parce que je n'avais rien à dire à ces gens-là. Qu'elle avait épousé un homme qui allait devenir quelqu'un, et qu'elle s'était retrouvée avec un mécanicien. Et puis, la phrase est arrivée. La phrase que j'ai entendue pendant des années. Dans la cuisine, dans la voiture, devant sa sœur Raquel, devant sa propre fille. Tu ne peux pas garder cette maison sans moi. La première fois qu'elle l'a dite, je n'ai rien répondu, et je suis allé fumer sur le patio. La 5e fois, je ne suis allé nulle part. On s'habitue à tout. C'est bien ça le problème. Mon père est mort il y a 3 ans. Mon père a été maçon toute sa vie. Un homme qui n'a jamais pris de vacances en 40 ans. Quand nous l'avons enterré, j'ai cru que j'étais resté seul au monde. Esther est allée aux funérailles. Elle s'est assise au premier rang, elle a salué tout le monde. Et le soir même, quand nous sommes rentrés à la maison, elle m'a demandé combien le vieil homme m'avait laissé. Juste comme ça, avec ces mots précis, combien t'a-t-il laissé? J'étais assis sur le bord du lit, toujours dans mon costume. Et, pour la première fois en 20 ans de mariage, j'ai menti à ma femme. Je lui ai dit, presque rien. Qu'il y avait quelques dettes, de vieux papiers, et un peu d'argent. À peine de quoi couvrir les frais des funérailles. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi j'ai menti. Ce n'était pas un plan prémédité. Je n'ai pas été particulièrement intelligent ce soir-là. J'ai agi par instinct. C'est comme quand vous posez instinctivement la main sur quelque chose, pour que personne ne vous le prenne. J'ai regardé ma femme me demander combien mon père m'avait laissé, avec ce regard calculateur sur le visage. Et quelque chose en moi a fermé la porte à clé. Esther a été de mauvaise humeur pendant 2 semaines. Puis, elle m'a dit qu'elle s'en doutait. Que ma famille n'avait jamais rien eu, que je venais d'où je venais, et qu'il n'y avait rien à y faire. Et avec ça, le sujet était clos. Elle n'a jamais posé la question à nouveau. Pas une seule fois en 3 ans. C'était ça l'erreur de ma femme, ne pas poser de questions. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à rentrer plus tard à la maison. Je passais des samedis entiers dehors. Des rendez-vous que j'appelais « les affaires du garage ». Elle ne m'a même pas demandé de détails, parce que parler de mon travail l'épuisait physiquement. J'arrivais, je m'asseyais pour dîner. Elle me parlait du magasin, et moi j'écoutais. Vers cette époque, j'ai commencé à porter une clé sur mon trousseau. Ce n'était ni pour la maison, ni pour la voiture. Une clé en laiton, usée par l'utilisation. Esther l'a vue 1 millier de fois. Une fois, elle m'a demandé ce que c'était, alors qu'elle cherchait les clés de la voiture, dans le vide-poche de l'entrée. C'est pour la cabane à outils, lui ai-je dit.
Elle a fait un bruit avec sa bouche, et a continué à chercher. Elle n'a plus jamais posé de questions sur cette clé, non plus. Maintenant, parlons de la nuit dont je vous ai parlé au début. C'était un mardi. J'avais préparé du poulet avec du riz, parce qu'elle était rentrée en disant qu'elle était fatiguée. Nous avons mangé presque en silence, comme toujours. Et, à la moitié de son assiette, Esther a posé sa fourchette. Elle s'est essuyé la bouche avec sa serviette, et a lâché la bombe, je suis avec lui depuis 1 an. J'avais mon verre d'eau à la main. Je m'en souviens, car j'ai senti le verre froid contre mes doigts. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas dit de non. Elle a simplement continué à manger. Elle m'a expliqué, avec la voix de quelqu'un qui explique une chose évidente à un enfant lent, qu'elle avait été patiente pendant 20 ans. Qu'elle méritait de se sentir femme à nouveau. Et que je n'allais rien y faire, parce que je ne fais jamais rien. Tu n'as pas le courage de me quitter, m'a-t-elle dit. Et même si tu le faisais, pourquoi faire? Tu ne peux pas garder cette maison sans moi. La revoilà, la même vieille phrase, lors de la pire nuit de toutes. Je me suis levé, j'ai emporté mon assiette dans l'évier. J'ai attendu que l'eau chauffe. J'ai lavé l'assiette, la fourchette et le verre. Je les ai séchés avec un chiffon bleu, qu'elle déteste parce qu'elle le trouve vieux. Et je les ai rangés. J'ai éteint la lumière de la cuisine, je suis monté, je me suis mis au lit. Et j'ai dormi d'une traite. Ce n'était pas de la comédie. C'était la meilleure nuit de sommeil que j'avais passée depuis des années. Le lendemain matin, je suis descendu avant elle. J'ai fait du café, et je me suis assis pour attendre. Esther est descendue à 7h40. Elle m'a vu là, tout calme, et s'est arrêtée sur la dernière marche. Il lui a fallu quelques secondes pour parler. As-tu dormi? J'ai bien dormi. Elle s'est servie du café, sans jamais me quitter des yeux. Et, pour la première fois en 20 ans, j'ai vu une expression sur son visage, que je n'ai pas reconnue. C'était de l'inconfort. Elle avait préparé des réponses pour les cris, pour les larmes, pour les questions. Elle avait tout préparé. Sauf pour faire face à un homme, lavant son assiette et dormant paisiblement. Tu joues la comédie, a-t-elle dit. Je te connais. Et c'est là, mesdames et messieurs, la partie la plus amusante de toute cette histoire. Que ma femme ait prononcé ces 2 mots, avec une certitude absolue. À 8 heures précises, son téléphone a sonné sur la table de la cuisine. Elle a regardé l'écran, et son visage a changé. Elle a répondu en me tournant le dos, à voix basse. Et j'ai réussi à l'entendre prononcer un nom, Victor. Puis, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Trop longtemps. Et quand elle a finalement parlé, ce n'était pas avec la voix d'une femme qui s'est fait attraper. C'était avec la voix d'une femme qui ne comprend rien. Quel immeuble, a-t-elle demandé. Ma tasse s'est arrêtée à mi-chemin vers ma bouche. Elle s'est tournée lentement, et m'a regardé comme si j'étais un inconnu, assis dans sa propre cuisine. À l'autre bout de la ligne, assez fort pour que je l'entende depuis ma chaise, cet homme lui a posé la question. La question qui allait détruire tout ce qu'elle croyait savoir sur moi. Savais-tu que le propriétaire du bâtiment où je travaille, c'est ton mari? Esther n'a pas raccroché tout de suite. Elle est restée là, le téléphone collé à l'oreille, près du comptoir de la cuisine. Elle me fixait, pendant que cet homme de l'autre côté continuait de parler. Je n'ai pas bougé de ma chaise. J'ai pris une gorgée de mon café. J'ai entendu des bribes. J'ai entendu « notification ». J'ai entendu « ce matin ». J'ai entendu « audit ». Et j'ai entendu ma femme dire le même mot 3 fois. À chaque fois plus doucement. Non. Non. Ce n'est pas possible. Quand elle a raccroché, elle est restée debout pendant quelques secondes, le téléphone à la main, comme s'il était lourd. Puis elle l'a posé face contre table, très lentement, et s'est assise en face de moi. De quel immeuble parle-t-il? J'ai fini mon café, j'ai laissé la tasse dans l'évier. Je l'ai lavé, et je l'ai séché avec le chiffon bleu. Adrien, je te parle. Je t'ai entendu. Puis, je me suis retourné et je l'ai regardé. Esther était en peignoir, les cheveux pas encore coiffés. Et elle arborait cette expression, que je n'avais jamais vue chez elle en 20 ans. Le regard de quelqu'un qui cherche le sol avec son pied, et qui ne le trouve pas. Hier, tu m'as dit que je ne pouvais pas garder cette maison sans toi, ai-je dit.
Hier soir, j'ai très bien dormi. Aujourd'hui, je dois aller travailler. Et je suis parti. Elle m'a crié dessus depuis la porte. Elle a crié mon nom 2 fois. C'était la première fois en 2 décennies qu'Esther élevait la voix pour me demander quelque chose. J'ai continué à marcher vers mon pick-up, sans me retourner. J'ai conduit 15 minutes jusqu'au garage. Et laissez-moi vous dire ce qu'il y a à cette adresse. Car c'est le centre de toute cette histoire. Quand mon père est mort, ce qu'il m'a laissé n'était pas des dettes ou de vieux papiers. Mon père a été maçon pendant 40 ans, et il n'a jamais dépensé un peso pour lui-même. Il a économisé chaque centime, dans un compte ouvert dans les années 80. Un compte dont presque personne ne connaissait l'existence. Il y avait 1 million d'euros. La première semaine, je n'ai pas dormi. J'avais ce chiffre en tête à toute heure du jour et de la nuit. J'ai pris une décision, qu'à l'époque, je n'arrivais même pas à m'expliquer à moi-même. Je n'en ai parlé à personne. Ni à Esther, ni à ma fille, ni à ma belle-sœur. Personne. Je suis allé voir Roberto. C'est un avocat, qui a grandi dans le même quartier que moi. Je lui ai demandé de tout arranger, pour que l'argent soit uniquement à mon nom. Roberto m'a expliqué ce que je ne savais pas. Qu'un héritage reçu par un enfant, est la propriété exclusive de cet enfant. Et que si je ne le mélangeais pas avec les comptes du mariage, si je ne l'utilisais pas pour les dépenses communes, si je ne mettais personne d'autre comme copropriétaire, cet héritage resterait le mien, et à personne d'autre. Et si tu te sépares un jour, a-t-il demandé. Je lui ai répondu, nous n'allons pas nous séparer. Pourquoi dis-tu des choses pareilles? Avec cet argent, j'ai d'abord acheté l'entrepôt où je travaillais. Le propriétaire était un vieil homme qui prenait sa retraite. Il me l'a vendu pour 61 000 euros, parce qu'il me connaissait depuis que j'étais enfant. Pour la première fois de ma vie, le garage où je me cassais le dos m'appartenait. Et il me restait de l'argent. C'est là qu'Armando entre en jeu. Armando est notaire. Son étude se trouve à 3 rues du garage. J'avais réparé sa voiture pendant 15 ans. Un jour, alors qu'il attendait que je change ses freins, il m'a confié qu'un de ses clients cherchait désespérément à vendre un immeuble de 2 étages sur l'avenue. À un demi-pâté de maison de mon entrepôt. C'était un vieil immeuble, avec des problèmes d'humidité. Il y avait 2 locaux commerciaux au rez-de-chaussée, et 4 bureaux à l'étage. La moitié d'entre eux étaient vides. L'homme le vendait pour une bouchée de pain, à 10 000 euros. Il quittait le pays, et avait besoin de s'en débarrasser rapidement. Armando me l'a dit sans arrière-pensée. Il m'en a parlé juste pour faire la conversation, pendant que je changeais ses freins. Je suis resté silencieux. J'ai terminé le travail, je lui ai rendu ses clés. Et, cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. Le lendemain, je suis allé à son étude, et je lui ai dit que je voulais le voir. J'ai acheté cet immeuble il y a 3 ans. Roberto a vérifié chaque document, et Armando a certifié chaque signature. Le tout à mon nom. Déclaré comme bien propre issu d'un héritage. J'ai investi le reste de mon argent dans les travaux. Régler l'humidité, peindre, et refaire l'installation électrique. J'y travaillais des samedis entiers, de mes propres mains. Ce sont ces fameux samedis où je disais à ma femme, que j'étais sur des affaires concernant le garage. Elle ne m'a jamais demandé quelles affaires. Aujourd'hui, cet immeuble a ses 6 espaces occupés. Le loyer qu'il génère couvre la taxe foncière. Il couvre la maison, l'école que je paie pour Estella. Et il couvre les choses qu'Esther pensait payer. Car c'est l'autre chose qu'il faut comprendre. Pendant 3 ans, ma femme a vécu en étant convaincue qu'elle faisait vivre cette maison. Et, chaque mois, je la laissais y croire. Je lui disais que les affaires au garage étaient calmes. Je lui disais d'être patiente. Et elle me rappelait à table, devant n'importe qui, que nous n'y arriverions pas sans elle. La vérité, c'est que son salaire de chef de rayon suffisait à peine pour la moitié des courses. Et, dans le grand local du rez-de-chaussée de cet immeuble, une société de financement s'est installée depuis 4 ans. Elle accorde des prêts aux gens du quartier. C'est là que travaille Victor. Je connaissais le nom de cet homme bien avant ce dîner du mardi. Je le connaissais, parce que son nom figure sur les documents qui arrivent sur ma boîte email. C'est lui qui représente l'entreprise auprès du propriétaire. Et parce que moi, en tant que propriétaire, je reçois un rapport trimestriel de cette société de financement. Nous ne nous étions jamais rencontrés face à face.
Tout est géré par la société de gestion immobilière, que j'ai embauchée sur les conseils de Roberto. Justement, pour ne pas avoir à montrer mon visage. Pour eux, le propriétaire de l'immeuble est juste un nom sur un contrat. Jusqu'à cette nuit du mardi, où ma femme m'a dit qu'elle était avec lui depuis 1 an. Et là, je dois avouer quelque chose qui ne me met pas en valeur. Je n'ai pas découvert la trahison parce que j'étais intelligent. Je ne l'ai pas découverte en enquêtant. Je suis arrivé à ce dîner en ne sachant absolument rien. Et je l'ai appris en même temps que vous, avec ma fourchette à la main. Ce qui s'est passé, c'est qu'Esther, en parlant, a fait la même erreur qu'elle faisait depuis 3 ans. Elle pensait que je ne comprenais rien. Et au milieu de son discours pour se justifier, elle a lâché une phrase. Elle a dit que c'était un homme avec un avenir. Qu'il travaillait dans un bureau, à la société de financement sur l'avenue. Qu'elle passait par là tous les jours. La société de financement sur l'avenue. J'ai le contrat de location de la société de financement sur l'avenue, sauvegardé dans un dossier. C'est pour ça que j'ai lavé mon assiette. C'est pour ça que j'ai dormi. Pas parce que je suis un saint, ou parce que j'avais un plan magistral. Mais parce qu'à ce moment-là, j'ai compris une chose très simple. Je n'avais absolument rien à faire. Rien, si ce n'est d'arrêter d'être silencieux. Je suis arrivé au garage ce mercredi-là, à 9 h. Je me suis lavé les mains, j'ai enfilé ma salopette, et j'ai demandé à mon assistant de s'occuper du pick-up gris qui était sur le pont élévateur. Ensuite, j'ai marché un demi-pâté de maison jusqu'à l'immeuble. Je suis monté au 2e étage, et j'ai frappé à la porte du bureau de gestion. La jeune femme m'a accueilli avec son sourire habituel. Elle m'a dit que la notification que j'avais demandée la veille était déjà partie à 7h40 du matin. Et puis, elle m'a dit autre chose. Quelque chose que je n'avais pas demandé. Quelque chose qui n'était pas dans mes plans. Et qui m'a poussé à m'asseoir sur la chaise, de l'autre côté de son bureau. Monsieur Adrien, il y a une employée de la société de financement, qui demande à parler au propriétaire depuis 2 semaines. Elle est très insistante. Elle dit qu'elle a des informations sur les dossiers de cette agence, que vous devez voir avant de prendre toute décision. Je lui ai demandé comment elle s'appelait. Erika, m'a-t-elle dit. Et elle m'a demandé de vous dire une chose, monsieur. Elle m'a demandé de vous dire que ça n'a pas commencé ici. Qu'il l'a déjà fait dans une autre ville, avec une autre femme. Erika est arrivée au bureau de gestion le même après-midi, à 16h30, après avoir fermé la caisse de la société de financement. Elle est entrée en serrant une enveloppe jaune contre sa poitrine. Avec ce regard qu'ont les gens, lorsqu'ils portent un fardeau tout seul depuis longtemps. Elle devait avoir la quarantaine. Cheveux attachés, chemisier de l'entreprise, et des cernes que le maquillage ne pouvait masquer. Je lui ai dit de s'asseoir, et je lui ai offert de l'eau. Elle a secoué la tête. Elle m'a d'abord demandé s'il était vrai que j'étais le propriétaire du bâtiment. J'ai répondu par l'affirmative. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pardonnez-moi, a-t-elle dit. C'est juste que ça fait 2 semaines que je demande à vous parler, et je commençais à croire que vous n'existiez pas, je lui ai demandé ce dont elle avait besoin. Erika a posé l'enveloppe jaune sur la table. Ses 2 mains posées dessus, comme si elle avait du mal à la lâcher. J'ai besoin que vous voyiez quelques dossiers avant que je ne sois renvoyé. Parce qu'ils vont me renvoyer, monsieur. Ce n'est qu'une question de jours. Ce qu'elle m'a raconté cet après-midi-là, a changé toute l'histoire. Et je vais vous prévenir d'une chose. Je suis entré dans ce bureau en croyant que mon problème, c'était que ma femme me trompait. J'en suis ressorti en sachant que mon problème était tout autre. Quelque chose de beaucoup plus grand. Et que ma femme n'était la protagoniste de rien du tout. Elle était l'outil. Erika travaille dans cette société de financement depuis 6 ans. Elle a commencé comme caissière, et maintenant elle gère les dossiers. Tout ce qui est signé là-bas, passe entre ses mains avant d'être archivé. Il y a 1 an, elle a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Cela ressemblait à des dossiers de prêt avec une documentation incomplète, mais qui était quand même approuvée. Toujours avec la signature d'autorisation de la même personne. Le directeur de l'agence, Victor. Et toujours avec le même schéma. Des clients plus âgés, des gens du quartier. Des gens qui venaient demander un petit prêt de 2000 ou 3000 euros, pour une opération ou pour réparer un toit. Ils signaient leur demande, repartaient heureux. Et, des mois plus tard, un autre prêt beaucoup plus important apparaissait dans le système,
sous le nom de cette même personne. Avec une garantie immobilière, qu'il n'avait jamais offerte. Et ces gens ne se sont pas plaints, lui ai-je demandé. Ils se sont plaints, m'a dit Erika. Mais ils se sont plaints à lui. Et il leur a expliqué que c'était une erreur du système. Qu'il était déjà en train de la corriger. Qu'il ne devait pas s'inquiéter. Et pour certains d'entre eux, monsieur, il a même payé de sa propre poche les premières mensualités, pour qu'ils arrêtent de poser des questions. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait jamais rien signalé. Erika est restée silencieuse un long moment. Puis elle m'a dit la vérité, sans prendre de gants. C'est parce qu'elle a 2 enfants. Parce que ce travail est la seule chose qu'elle possède. Et parce que la première fois, où elle a ouvert la bouche pour en parler à un collègue, ce collègue a été licencié 2 semaines plus tard, pour cause de restructuration. J'ai peur, a-t-elle dit. Mais j'ai encore plus peur de ce qui se passera, quand ça va exploser, et qu'il sera indiqué que c'est moi qui ai classé tous ces documents. Et puis elle a ouvert l'enveloppe jaune. Ce n'étaient pas les dossiers originaux. Erika n'est pas stupide, elle n'allait pas voler des documents originaux à une entreprise. C'étaient des copies des pages de garde. Uniquement les pages de garde, où figure le nom du titulaire, le montant, la date, et la signature d'autorisation. Elle m'a tendu 8 pages. Je les ai regardées une à une sur la table. Des noms que je ne connaissais pas. Des montants de 40 000, 55 000, 62 000 euros. Tous avec des garanties immobilières. Tous autorisés par la même signature. Puis, je suis arrivé à la 9e page. Elle avait gardé celle-là pour la fin. Je m'en suis rendu compte plus tard, en repensant à la façon dont elle me les avait tendues, et dans quel ordre. Sur la 9e page, sur la ligne du titulaire, se trouvait mon nom complet, Adrien. Mon prénom, mes 2 noms de famille, mon numéro d'identification. Demande de près de 95 000 euros avec garantie immobilière. Statut du dossier, en cours de traitement. Date d'ouverture, il y a 5 semaines. Je n'ai jamais de ma vie demandé un prêt à cette société de financement. Je n'ai même jamais mis les pieds dans cet endroit. J'ai senti une chaleur monter le long de mon cou. J'ai posé mon doigt sur la page, et j'ai demandé à Erika, avec la voix que je pouvais encore trouver, quelle garantie immobilière était inscrite là. Elle n'a pas répondu avec des mots. Elle a pointé la ligne, l'adresse de l'immeuble. Mon immeuble. Le bâtiment dans lequel nous étions tous les 2 assis, à ce moment précis. Cet homme ne s'est pas intéressé à ma femme, parce qu'il l'aimait bien. Il s'est impliqué avec ma femme, parce qu'il a vu le nom du propriétaire sur le contrat. Le contrat qu'il signait lui-même chaque année. Et parce qu'il avait besoin d'un moyen d'accéder à mes documents, à ma signature, à ma maison. La femme du propriétaire de l'immeuble passait devant la porte de son bureau tous les jours. Et je lui ai facilité la tâche, messieurs. Parce que, avec mes 3 années de silence, j'ai laissé ma femme croire que son mari était un mécanicien raté. J'ai laissé un trou béant, et il s'est engouffré dedans. J'ai demandé à Erika si le dossier était complet. Non, a-t-elle répondu. Il manque la pièce principale. Il manque une procuration notariée de votre part, ou votre signature sur le document de garantie. Sans ça, les fonds ne peuvent pas être débloqués. Le dossier est bloqué à ce stade depuis 5 semaines. Et il pose des questions sur ce dossier tous les jours. C'est là que j'ai compris une scène d'il y a 2 semaines. Une scène qui m'avait semblé normale à l'époque. Un dimanche matin, Esther est entrée dans la cuisine avec des papiers et un stylo. Elle m'a dit que c'était pour l'assurance de la voiture. Qu'il fallait la renouveler. Qu'elle avait déjà tout rempli, et qu'il ne manquait que ma signature sur 2 pages. Elle m'a dit ça alors que je prenais mon petit déjeuner. Le stylo déjà débouché dans la main. Je lui ai dit que je signerais après ma douche. Elle a insisté. Elle a dit que ça ne prendrait qu'un instant. Qu'elle était en retard. Elle a insisté 3 fois. Et moi, qui ne suis pas du genre à signer quoi que ce soit sans l'avoir lu, depuis que Roberto me l'a enfoncé dans le crâne il y a 3 ans, je lui ai dit de le laisser sur la table. À midi, les papiers avaient disparu. Elle n'en a plus jamais parlé. Je l'ai raconté à Erika, et elle a fermé les yeux. C'était ça. C'était ce document-là. Nous avons tous les 2 quitté ce bureau à 18h30. Avant de partir, Erika m'a demandé une chose. Elle m'a demandé, en tremblant, que son nom n'apparaisse nulle part. Du moins,
pas avant qu'elle n'ait un moyen de se défendre. Je lui en ai donné ma parole. Ensuite, j'ai appelé Roberto depuis le pick-up, toujours garé devant l'immeuble. Et je lui ai tout raconté en 5 minutes. Roberto ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu terminé, il m'a posé 3 questions. Premièrement, si j'avais signé quelque chose, quoi que ce soit, au cours des 2 derniers mois. J'ai répondu non. Deuxièmement, si ma femme avait accès à ma pièce d'identité. Et là, j'ai dû me taire. Parce que ma pièce d'identité, mon acte de naissance, et ma copie de l'acte de propriété du bâtiment se trouvent dans le même dossier marron. Dans le même tiroir du placard. Et ce, depuis 3 ans. Elle l'a vu ouvert 1000 fois. Troisièmement, si quelqu'un dans la maison savait où se trouvait ce dossier. J'ai raccroché, et j'ai conduit jusqu'à la maison. Mes mains serraient fort le volant. Je suis arrivé à 19h20. Esther était dans le salon, assise sur le canapé. Pas de télévision, pas de téléphone, rien. Elle était juste là, assise, à m'attendre. Et à côté d'elle, avec les clés de son propre appartement encore à la main, se trouvait ma fille. Estella a 23 ans. Elle vit seule depuis 2 ans, et elle n'était pas venue à la maison en semaine, depuis l'année dernière. Elle s'est levée dès qu'elle m'a vu entrer. Elle a parlé avant que je ne puisse dire bonjour. « Papa, qu'est-ce que tu fais à maman ?» J'ai regardé Esther. Et Esther, depuis le canapé, avait les yeux rouges. Elle tenait un mouchoir à la main. Elle avait ce regard de femme dévastée, que je n'avais même pas vu chez elle, à la mort de son propre père. « Estella, dis à ton père ce que je t'ai dit », a-t-elle demandé d'une voix brisée. Ma fille m'a regardé droit dans les yeux. « Que tu lui as caché de l'argent pendant 3 ans. Que tu as acheté des propriétés dans son dos. Et que maintenant qu'elle l'a découvert, tu veux la jeter à la rue ?» Je suis monté à l'étage sans répondre. J'ai ouvert le placard. J'ai tiré le tiroir, et j'ai cherché le dossier marron. Le dossier était là, à sa place habituelle. Vide. Je me suis tenu devant le placard, avec le dossier marron ouvert dans les mains. Je l'ai secoué, comme on le fait quand on refuse d'accepter ce que l'on voit. Un trombone tordu en est tombé. Rien d'autre. Ma pièce d'identité. Mon acte de naissance. La copie certifiée de l'acte de propriété de l'immeuble. Et l'acte de propriété de l'entrepôt. Tout avait disparu. J'ai entendu la voix de ma fille, disant à sa mère de se calmer, et qu'elle allait me parler. Et puis, j'ai fait une chose, dont je ne sais toujours pas aujourd'hui si elle était juste. J'ai fermé le tiroir, j'ai descendu les escaliers, je suis entré dans le salon, et je n'ai pas dit un mot sur le dossier. Parce que, si j'avais ouvert la bouche à ce moment-là, Esther aurait su exactement ce que j'avais découvert. Et j'avais besoin qu'elle continue à croire, que son mari ne comprenait rien. Son erreur était la seule arme que je possédais. Je me suis assis sur le canapé d'en face. « Estella », ai-je dit à ma fille. « Assieds-toi. » Elle s'est assise, mais sur la coudoir du canapé de sa mère. Cela m'a blessé, plus que je ne suis prêt à l'admettre. Esther a pris la parole en premier, son mouchoir serré dans le poing. 3 ans, Adrien. 3 ans à me laisser croire qu'on n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. 3 ans à me regarder compter l'argent à la banque, alors que tu possédais un immeuble. Oui, ai-je répondu. Elle a cligné des yeux. Je crois qu'elle s'attendait à ce que je nie. Oui. C'est tout ce que tu vas dire? C'est la vérité. Oui. Ma fille m'a regardé comme si j'étais un étranger. Et j'ai compris, en voyant son visage, le piège parfait dans lequel je me trouvais. Parce que tout ce qu'Esther avait dit à Estella était vrai. Chaque mot. J'avais bien caché l'héritage. J'avais bien acheté des propriétés, sans le lui dire. Je l'avais bien laissé croire pendant 3 ans, que c'était elle qui faisait vivre la maison. Ce qu'Esther n'avait pas raconté à notre fille, c'était le dîner de mardi. Estella, ai-je dit. Est-ce que ta mère t'a dit pourquoi on a commencé à parler de ça? Esther s'est redressée sur le canapé. Je lui ai tout dit, s'est-elle empressée de déclarer. Tout, Adrien. Ne mêle pas la petite à nos histoires. La petite a 23 ans. Et elle a fait tout le chemin depuis chez elle, pour venir me traiter de voleur en face. Papa, est-ce que maman t'a raconté ce qu'elle m'a dit au dîner de mardi? Estella a regardé sa mère.
Et là, mesdames et messieurs, j'ai vu la première erreur de ma femme. Parce qu'Esther, au lieu de répondre, a baissé les yeux vers son mouchoir. Juste pendant une demi-seconde. Mais ma fille l'a vu. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, m'a demandé Estella, sur un tout autre ton. Et j'ai dû prendre une décision, là, tout de suite. Sous le regard des deux femmes de ma vie. C'est à elle de te le dire, ai-je dit. Je ne te le dirai pas. Je me suis levé, et je suis allé dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Derrière moi, j'ai entendu ma fille poser à nouveau la question, plus doucement. Et j'ai entendu Esther commencer à bafouiller, que c'était compliqué. Que les choses dans un mariage ne sont pas toutes noires ou toutes blanches. Qu'elle s'était sentie seule pendant de nombreuses années. Je n'ai pas écouté la suite. Je suis sorti sur le patio. Je suis resté là, dans le noir, avec mon verre à la main. Jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée se fermer. Estella est partie sans me dire au revoir, mais elle est partie. Cette nuit-là, Esther a dormi dans la chambre à l'étage. Moi, j'ai dormi sur le canapé. À 2 heures du matin, je l'ai entendue descendre pour boire de l'eau. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte du salon pendant un long moment, à me regarder, pensant que je dormais. Le lendemain, jeudi, j'ai fait 3 choses. Premièrement, je suis allé avec Roberto à son bureau, à 8 heures du matin. J'ai signé une révocation de toute procuration existante ou à venir en mon nom. Ainsi qu'un document attestant que ma pièce d'identité avait été volée à mon domicile. Roberto a envoyé le tout le jour même au registre, et à l'étude d'Armando. Armando m'a reçu sans rendez-vous. Je lui ai expliqué la situation en 3 minutes. Il m'a écouté, les mains croisées sur son bureau. Puis il a dit quelque chose qui m'est resté en tête, « Adrien, je fais ça depuis 41 ans. Sais-tu combien de fois j'ai vu une femme arriver, avec les papiers de son mari? Et une signature qui n'est pas la sienne? Plus que tu ne peux l'imaginer. Et tu sais quel est le problème? C'est que quand ils arrivent ici, il est presque toujours trop tard. Je lui ai demandé si quelque chose s'était passé dans son étude, en mon nom. Il a vérifié. Ça a pris 20 minutes. Et oui, il y avait un rendez-vous prévu en mon nom, pour le lundi suivant à 10 heures du matin. C'était pour l'octroi d'une procuration, pour des actes d'administration et de disposition. Une femme avait pris rendez-vous par téléphone. Elle avait laissé un numéro de portable de contact. Un numéro que j'ai reconnu, dès qu'Armando l'a lu à haute voix, celui de ma femme. Armando a annulé le rendez-vous. Il en a laissé une trace écrite. Et il m'a dit, qu'à partir de ce moment-là, aucun acte en mon nom ne passerait par son étude, sans que je sois physiquement présent devant lui. J'ai quitté ce bureau, avec l'impression de pouvoir respirer, pour la première fois depuis une semaine. Cela a duré 4 heures. Parce que la deuxième chose que j'ai faite ce jeudi, a été de passer à l'immeuble, pour voir la direction. Et Erika m'y attendait. Elle avait pris 1 heure sur son temps de travail. Elle se tenait dans le couloir, le visage défait. « Monsieur, le statut de votre dossier a changé ce matin. » « Comment ça, il a changé ? » ?»« Il est sorti du système de l'agence. Il n'est plus en traitement interne. » Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Elle m'a dit que cela signifiait que le dossier avait été envoyé à une autre institution. Que lorsqu'un prêt est bloqué dans une société de financement, certains rassemblent le tout et le déposent auprès d'une autre société. Une entreprise qui vérifie moins de choses et qui facture plus d'intérêts. Elle avait déjà vu ça se produire, avec 2 autres dossiers. S'ils l'approuvent là-bas, monsieur, ils débloqueront l'argent là-bas. Et vous le découvrirez quand vous recevrez la première facture. Je lui ai demandé, combien de temps cela prend-il? Entre 10 et 15 jours. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir propriétaire de quoi que ce soit. J'avais l'acte de propriété. J'avais Roberto. J'avais Armando. J'étais totalement dans mon bon droit. Et pourtant, il y avait quelque chose portant mon nom et mon adresse, qui circulait dans la nature, de son propre chef. Et je ne pouvais pas y toucher. La troisième chose que j'ai faite ce jeudi, a été la plus dure. Je suis rentré chez moi à 18 heures. Et, au lieu de me battre, je me suis assis pour dîner avec ma femme. Je l'ai servie. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée au magasin. Elle m'a répondu avec méfiance au début. Par de courtes phrases. Puis elle a commencé à se détendre.
Et au bout de 20 minutes, Esther me parlait normalement. Elle me racontait une promotion de fin de mois. Elle riait d'une réflexion d'un collègue. Vous vous demandez peut-être comment j'ai pu faire ça. Je vais vous l'expliquer. J'étais assis en face de la seule personne qui savait où se trouvait ma pièce d'identité. Et cette personne avait besoin de croire que je m'adoucissais. Un homme effrayé se défend. Un homme qui pardonne baisse sa garde. Quand nous avons fini, pendant que je faisais la vaisselle, elle est venue se tenir près de moi avec un torchon. Elle m'a aidé à essuyer. Elle n'avait pas fait ça depuis des années. On peut réparer ça, a-t-elle demandé. On le peut. J'ai fait une erreur, Adrien. Une grosse erreur. Mais tu m'as caché des choses aussi. Moi aussi. Alors, on est quitte. J'ai posé la dernière assiette sur l'égouttoir. On est quitte, ai-je répondu. Elle m'a touché le bras, et est montée à l'étage. Et, à 23h30, alors que la maison était plongée dans l'obscurité, j'ai entendu un son qui clochait. Le bruit d'un moteur de voiture à l'extérieur. Un moteur qui ne passait pas, mais qui tournait au ralenti, arrêté devant la maison. Je me suis levé du canapé, et je suis allé à la fenêtre, sans allumer la lumière. Une berline grise était garée à un demi-pâté de maison. Les phares éteints, le moteur tournant. Et, au premier étage de ma maison, à la fenêtre de la chambre où ma femme dormait, la lumière s'est allumée et éteinte à 2 reprises. Je suis resté collé au mur, près du rideau, respirant à peine. La berline grise était toujours là, moteur en marche. À l'étage, la lumière de la chambre de ma femme s'est éteinte, et ne s'est plus rallumée. 2 minutes après 3 heures. J'ai entendu les escaliers. Esther est descendue pieds nus. Ses chaussures à la main. Elle a traversé le salon à moins de 2 mètres de moi. J'étais debout contre le mur dans l'obscurité. Elle ne m'a pas vu, car elle ne cherchait personne. Elle regardait la porte. Elle l'a ouverte avec précaution. Elle est sortie, et l'a fermée, en poussant avec ses 2 mains pour ne pas faire de bruit. Je suis allé à la fenêtre. Je l'ai vu marcher un demi-pâté de maison dans le noir. Monter du côté passager de la berline grise, et y rester. La voiture n'a pas démarré. Ils y sont restés pendant 18 minutes. Je les ai comptés sur l'horloge de la cuisine. À un moment donné, la lumière intérieure de la voiture s'est allumée. Elle a duré quelques secondes. Juste assez longtemps pour que je distingue 2 silhouettes, et une enveloppe passant d'une main à l'autre. Elle est revenue à minuit 04. J'étais déjà couché sur le canapé, simulant la respiration d'un homme endormi. Je l'ai entendu monter. J'ai entendu la porte de la chambre. Et je suis resté éveillé jusqu'à 5 heures du matin, les yeux ouverts dans le noir. Je ne pensais qu'à une seule chose, j'avais besoin de voir la plaque d'immatriculation de cette voiture. Et je ne l'ai pas vue. C'était trop loin, et trop sombre. À 6h30, je suis sorti balayer le trottoir. Je ne balaie jamais le trottoir. En 20 ans, j'ai dû le faire 5 fois. Mais je suis sorti avec un balai à 6h30 du matin. Parce que j'avais besoin de voir qui d'autre était réveillé dans la rue. Et Donna Myriam était là. À son portail, dans son pull en laine, avec sa tasse à la main. Elle regardait le monde passer, comme elle le fait tous les jours depuis qu'elle a pris sa retraite. Donna Myriam a 78 ans. Elle vit 3 maisons plus loin. Elle réceptionne les colis de la moitié de la rue, parce qu'elle est la seule à toujours être là. Son fils a installé une caméra à son portail, il y a 2 ans, parce que quelqu'un lui avait volé ses pots de fleurs. Nous nous sommes salués. Nous avons parlé de la météo. Nous avons parlé de son genou. Et au bout de 5 minutes, Donna Myriam a baissé la voix, sans même que je lui pose la moindre question. Adrien, mon garçon, tout va bien chez toi? Je lui ai demandé pourquoi elle posait cette question. La dame a rajusté son gilet. Elle a regardé en direction de ma maison, et a répondu lentement, parce que cette voiture grise n'est pas là depuis hier soir. J'ai senti mon estomac se nouer. Depuis quand, Donna Myriam? Depuis avant les fêtes. Au début, elle passait peut-être tous les 15 jours. Dernièrement, elle vient beaucoup plus souvent. Et pas toujours la nuit, mon garçon. Parfois à 6h30 du matin, après que tu sois parti au garage. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait jamais rien dit. Et la dame, qui a élevé seule 4 enfants,
m'a donné la réponse la plus honnête que j'ai entendue de toute cette histoire. Parce que ce n'est pas à moi de me mêler de ce qui se passe chez les autres. Mais, depuis mardi, je te vois partir avec une expression sur le visage qui ne me plaît pas. Et je suis trop vieille pour jouer l'ignorante. Je lui ai parlé de la caméra. Elle m'a dit qu'elle enregistre, et que ça fait environ 2 semaines. Son fils lui a montré comment regarder les images sur son téléphone, mais elle n'y comprend pas grand-chose. Elle a ajouté que si je voulais, son fils passait dimanche. J'ai dit que dimanche, c'était parfait. Je ne voulais pas la brusquer. Cette erreur a failli me coûter cher. Et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Ce vendredi après-midi, Roberto m'a appelé. Et c'est là que l'histoire prend un tournant. Roberto avait fait quelque chose auquel il avait pensé, mais pas moi. Puisque le dossier avait quitté la société de financement pour une autre institution, il a envoyé un de ses stagiaires, poser la question directement aux 3 entreprises de ce type dans le secteur. Pas en tant qu'avocat, mais en tant que client. En disant qu'il voulait savoir s'ils avaient un dossier, au nom d'une certaine personne. Parce que c'était un parent à lui, et qu'il était inquiet. À la 2e société, une jeune femme au guichet lui a dit que oui. Il y avait un dossier à ce nom. Et qu'il était en attente, pour une raison administrative. En attente? Pourquoi, ai-je demandé à Roberto. Adrien, accroche-toi bien. Il est en attente, parce que la garantie immobilière qu'ils ont présentée, ne correspond pas à la personne qui apparaît en train de signer la demande. Je ne comprenais pas. Je le lui ai dit. Roberto me l'a expliqué de la manière la plus simple possible. Le dossier qu'ils ont monté n'a pas ta signature. Il a la sienne. Comment ça, ils n'ont pas falsifié ma signature, ai-je dit. Adrien, ils ont présenté Esther comme étant la propriétaire. Ils ont inclus l'immeuble, comme si c'était le sien. J'ai dû m'asseoir sur un banc dans le garage. Roberto a continué à parler, et je l'écoutais comme s'il était loin. Il m'a expliqué que cela ne peut se faire que d'une seule manière. En présentant une copie d'un acte de propriété, d'une pièce d'identité, et d'un certificat de mariage. Et en arguant du fait que le bien appartient à la communauté de biens du mariage. Que si l'institution ne fait pas une vérification approfondie. Si un agent qui travaille avec eux régulièrement, et leur apporte des affaires chaque semaine, leur remet le dossier. Alors, la demande avance. Et ça s'effondre plus tard, quand quelqu'un examine réellement les documents. Ça s'est effondré maintenant, m'a dit Roberto. Mais ça aurait pu passer. Je lui ai demandé ce que cela signifiait, en termes simples. Ça signifie 2 choses. La première, une bonne nouvelle. Ton immeuble n'a jamais été en danger réel. Parce qu'un bien propre, issu d'un héritage, ne peut pas être mis en garantie par un conjoint. Et parce que l'acte de propriété porte ton nom, et seulement ton nom. La deuxième, une mauvaise nouvelle. C'est déjà un crime commis. Adrien, de faux documents ont déjà été soumis à une institution. Ce n'est plus une intention. C'est un fait accompli. Et puis il m'a posé la question qui m'a déstabilisé. Maintenant, dis-moi quelque chose. Si le dossier porte sa signature, et pas la tienne. Pourquoi voulait-il ta pièce d'identité, et ton acte de propriété? Je suis resté silencieux. Adrien, réfléchis. Ils avaient déjà une copie de l'acte de propriété d'avant. Parce que quiconque ouvre ce tiroir, peut le photographier avec son téléphone. Pourquoi ont-ils pris les originaux mercredi? Je ne savais pas quoi répondre. Roberto, lui, le savait. Parce que le prêt n'est plus le plan principal. Le prêt était le plan de ton épouse. Ce qu'ils ont pris mercredi, c'est pour autre chose. Et cette autre chose, est en train d'être préparée en ce moment même. J'ai raccroché, et je suis resté assis sur ce banc, pendant environ une demi-heure. Ce soir-là, je suis rentré à la maison. Esther était de bonne humeur. Elle avait cuisiné. Elle avait mis la table joliment, avec une nappe. Chose qui ne s'était pas produite depuis des années. Et au milieu du dîner, elle m'a dit, de la voix la plus douce du monde, j'ai beaucoup réfléchi. Je veux vraiment arranger les choses. Et j'ai eu une idée. Nous devrions aller chez un notaire lundi. Tous les deux. Et mettre les choses au clair sur papier. Pour que l'un ne cache plus jamais rien à l'autre. Qu'il soit écrit que nous sommes partenaires en tout. Que ce qui est à toi,
et ce qui est à moi est à moi. Mais que nous travaillons ensemble. Et elle a ajouté, en me servant davantage de riz, comme si de rien n'était, je me suis déjà renseigné. Il y a un notaire en centre-ville, sur la rue Juarez, qui prend sans rendez-vous. Pas ton ami Armando. Parce que cet homme est ton ami. Et je veux un terrain neutre. Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai regardé manger. 20 ans. 20 ans à dormir à côté de cette femme. Ça me semble bien, lui ai-je dit. Elle a souri, et a touché ma main. Et, à ce moment-là, j'ai compris parfaitement ce qui se passait. J'étais le seul homme à cette table, à savoir que l'immeuble ne pourrait jamais nous appartenir à tous les deux. Et elle était la seule femme à cette table, à croire que je l'ignorais. Le samedi matin, je suis passé au garage pour 1 heure. Et de là, je suis allé directement chez Donna Myriam, sans attendre dimanche. Son fils, heureusement, était venu lui déposer ses courses. J'ai expliqué au jeune homme ce dont j'avais besoin. Nous avons cherché dans l'application. La caméra stockait 13 jours de vidéo. Et la berline grise apparaissait encore et encore. 8 fois en 13 jours. Nous avons visionné les enregistrements un par un, sur l'écran du téléphone. Tous les 3, assis à la table de la cuisine de cette dame. Sur la vidéo de mercredi dernier, à 6h40 du matin, on peut voir ma femme sortir de ma maison. Avec un dossier marron sous le bras. Monter dans la voiture. En ressortir 8 minutes plus tard, sans le dossier, et rentrer à l'intérieur. Et sur celle de jeudi soir à 23h38, la voiture arrive, et se gare mieux, plus près du lampadaire. J'ai demandé au jeune homme de figer l'image, et de zoomer. La plaque d'immatriculation était parfaitement lisible. Je l'ai envoyé à Roberto par message. Il a répondu en 11 minutes. Adrien, cette voiture n'est pas enregistrée au nom de Victor. À quel nom est-elle? Elle est au nom de Raquel. Ma belle-sœur. La sœur de ma femme. La femme qui a préparé mon gâteau de mariage. Raquel a 2 ans de plus qu'Esther. Elle est veuve depuis 9 ans. Elle vit seule dans un appartement du centre-ville, et travaille à temps partiel dans une pharmacie. C'est la femme qui a préparé mon gâteau de mariage, parce que nous n'avions pas les moyens d'en acheter un. Celle qui est restée 3 nuits à l'hôpital quand Estella est née. Celle qui m'a prêté de l'argent quand mon père est tombé malade, sans demander quand je la rembourserais. Et sa voiture était garée devant ma maison. 8 fois en 13 jours, à 23h30. Avec ma femme qui montait à l'intérieur. Le dimanche matin, j'ai conduit jusqu'au centre-ville. J'avais une idée très claire en tête, et c'était la mauvaise. Je pensais que Raquel était la complice, qui couvrait sa sœur depuis tout ce temps. Qu'elle lui prêtait sa voiture, qu'elle la couvrait lors de ses sorties. J'ai frappé à sa porte à 10h. Raquel a ouvert. Elle portait un peignoir, et ses cheveux étaient mouillés. Quand elle m'a vu, elle a eu une réaction inattendue. Ses yeux se sont remplis de larmes, avant même que je ne prononce un seul mot. « Oh, Adrien » a-t-elle murmuré, la voix brisée. « Oh, Adrien » Elle s'est écartée pour me laisser entrer. Nous nous sommes assis dans son salon. J'ai posé mon téléphone devant elle, avec l'image figée de sa plaque d'immatriculation, devant ma maison. « Tu vas m'expliquer ça ?» Raquel a regardé l'écran, puis ses mains. Elle m'a raconté une histoire que je n'étais pas prêt à entendre. Elle ne prêtait pas la voiture à sa sœur. C'était elle qui conduisait cette voiture. C'était Raquel, qui était là à 23h30. C'était elle, qui se garait à un demi-pâté de maison. Et, à l'intérieur de cette voiture, pendant ces 18 nuits, il n'y avait aucun homme. C'étaient les 2 sœurs, en train de parler. Parler de quoi, lui ai-je demandé. De comment se sortir de ça, a répondu Raquel, la voix tremblante. Adrien, ça fait 4 mois que je supplie ma sœur d'arrêter. Ici, je dois vous dire quelque chose sur Raquel. Quelque chose que je savais, mais dont je n'avais pas fait le lien. Il y a 6 ans, Raquel s'est retrouvée dans le pétrin, après être devenue veuve. Elle a touché un peu d'argent, de l'assurance de son mari. Pas beaucoup, environ 9 000 €. Un homme dans un bureau, l'a convaincue de l'investir dans une affaire. Elle a tout perdu. Elle a porté plainte, n'a jamais récupéré un centime. Et, pendant 2 ans, elle a été anéantie. Nous savions que Raquel avait perdu de l'argent.
Nous n'avons jamais connu les détails, parce qu'elle avait honte. Cet homme travaillait dans une société de financement, ai-je demandé. C'était lui. Raquel a hoché la tête, incapable de parler. Et là, dans le salon de ma belle-sœur, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. Victor n'a pas rencontré ma femme par hasard. Victor connaissait cette famille depuis 6 ans. Il connaissait les noms. Il connaissait les noms de famille. Il savait qui était marié à qui. Quand son entreprise a déménagé dans de nouveaux locaux il y a 4 ans. Et qu'il a vu le nom du propriétaire de l'immeuble, sur un contrat de location. Ce nom ne lui a pas semblé familier, venu de nulle part. Il lui a semblé familier, parce que c'était le beau-frère d'une femme, à qui il avait déjà extorqué de l'argent. Je m'en suis rendu compte en janvier, m'a dit Raquel. Je les ai vus ensemble. Ils sortaient d'un restaurant sur l'avenue. Et j'ai failli mourir sur place. Je suis allé chez ma sœur, ce soir-là. Je lui ai dit qui était cet homme. Je lui ai dit ce qu'il m'avait fait. Je l'ai supplié à genoux, de le quitter. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Raquel s'est essuyé le visage avec la manche de son peignoir. Elle m'a dit que j'avais perdu mon argent, parce que j'étais naïve. Elle n'est pas naïve. Qu'elle l'a sous contrôle. Voilà ma femme en un mot, messieurs. En une seule phrase. J'ai demandé à Raquel ce qu'Esther pensait exactement avoir sous contrôle. Et elle m'a raconté ce dont elle discutait dans cette voiture. Esther savait que l'immeuble m'appartenait, depuis presque 1 an. Elle ne l'a pas découvert jeudi, avec un coup de téléphone, comme elle me l'avait fait croire. Elle l'a découvert, parce qu'il le lui avait dit. C'était l'appât. Cet homme a raconté à ma femme, que son mari mécanicien lui cachait des biens depuis 3 ans. Il lui a montré le contrat de location avec mon nom. Il lui a montré les papiers. Imaginez l'effet que cela a eu, sur l'esprit d'une femme, qui disait à son mari depuis 20 ans, qu'il ne pouvait pas garder la maison sans elle. Ce n'est pas l'amour qui l'a accroché. C'est l'humiliation. Elle n'est pas amoureuse de cet homme, m'a dit Raquel. Elle est furieuse contre toi. Et lui, il a su utiliser ça mieux que quiconque. Je lui ai demandé ce qu'il lui avait promis. Qu'il y avait un moyen légal, pour elle d'obtenir la moitié. Qu'il connaissait le système. Qu'il suffisait de bien monter le dossier. Et qu'après ça, elle pourrait te quitter quand elle le voudrait, avec sa part en poche. Et voici ce qui m'a glacé le sang. Adrien, écoute bien ça. Ma sœur a signé. Signé quoi? Tout. Elle a tout signé. Chaque papier qu'ils ont préparé, elle l'a signé de sa propre main. Et je lui ai dit 1000 fois, Esther, pourquoi ta signature est sur tout, et la sienne sur rien? J'avais la bouche sèche. Car, pendant une semaine, j'avais cru que c'était ma femme, le cerveau du complot contre moi. Et, à ce moment-là, j'ai compris que ma femme était celle qui allait payer les pots cassés. Cet homme n'a jamais mis son nom sur quoi que ce soit. Il n'a jamais signé. C'était lui l'agent de traitement qui portait le dossier. L'ami de la famille. Celui qui passait les appels. Tout ce qui a été soumis à cette institution, porte la signature d'Esther. Tout le crime porte le visage d'une femme. Et, quand ça va exploser, celui qui s'en sortira les mains propres s'appelle Victor. J'ai demandé à Raquel, pourquoi ils avaient pris mes documents originaux mercredi, si le dossier portait déjà la signature d'Esther. Et là, Raquel s'est levée et est allée dans sa chambre. Elle est revenue avec une enveloppe. Ma sœur m'a laissé ça jeudi soir. Elle m'a dit de le lui garder, et de ne pas l'ouvrir. Je l'ai ouvert vendredi, Adrien. Pardonne-moi, mais je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait ma pièce d'identité. Mon acte de naissance. La copie certifiée de l'acte de propriété de l'entrepôt. Tout, sauf la copie de l'acte de l'immeuble. Raquel m'a regardé. Celle-là n'y était pas. Et je lui ai demandé au téléphone, samedi, où était l'autre. Elle m'a répondu que c'était lui qui l'avait. Donc, ma femme a pris peur à un moment donné, entre mercredi et jeudi. Elle a sorti les documents de la maison. Elle les a confiés à sa sœur pour les mettre en sécurité. Et, à ce moment-là, elle n'avait plus l'acte de l'immeuble. Parce que cet homme l'avait gardé. Elle commençait à avoir peur. J'ai demandé à Raquel si sa sœur savait dans quoi elle était impliquée. Elle le sait maintenant. Depuis jeudi.
C'est pour ça qu'elle est gentille avec toi, Adrien. C'est pour ça qu'elle t'a fait la cuisine. Elle a déjà compris que, si tout ça s'effondre, c'est elle qui ira en prison. Et elle essaie de réparer ça avec toi, avant que tu ne le découvres. Et puis, je me suis souvenu du dîner de vendredi. Le notaire de la rue Juarez. Lundi à 10h. J'en ai parlé à Raquel, et elle a pâli. Adrien, n'y va pas, pourquoi? Parce qu'il lui a dit qu'il y avait un moyen de tout arranger. Que si tu signais un document, reconnaissant que le bâtiment avait été acheté pendant le mariage. Et avec votre argent à tous les deux. Alors, le dossier n'est plus faux. Il n'y a plus de crime. Ça devient vrai rétroactivement. Je me suis contenté de la regarder. Elle ne t'emmène pas lundi pour sauver votre mariage. Elle t'y emmène pour se sauver elle-même. Et si tu signes ça, tu ne la sauves pas, Adrien. Tu le sauves lui. Et tu lui remets la moitié de tout ce que ton père a économisé, en 40 ans. J'ai quitté l'appartement de Raquel à 13h, avec l'enveloppe sous le bras. Avant de partir, je lui ai posé une dernière question sur le pas de la porte. Raquel, serais-tu prête à répéter tout ça, devant un avocat? Elle est restée là, dans son peignoir, les deux mains agrippées à l'encadrement de la porte, et a dit oui. À une condition, a-t-elle ajouté. Que ma sœur soit punie pour ce qu'elle a fait. Pas pour ce que cet homme lui a fait faire. Fais la part des choses entre eux, Adrien. S'il te plaît. Je lui ai promis d'essayer. J'ai fait le trajet du retour. En écoutant les bruits de la ville un dimanche. L'enveloppe posée sur le siège passager. En réfléchissant à la façon dont j'allais gérer la journée de lundi. Et à 18h20, quand je suis entré chez moi, j'ai trouvé Esther assise dans le salon. Elle ne pleurait pas. Elle souriait. Et, sur la table basse devant elle, se trouvait une enveloppe blanche scellée, avec le logo d'une société de livraison express. C'est arrivé pour toi il y a 2 heures, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas ouverte. L'ouvrir? Je l'ai ouverte. C'était une notification officielle de l'institution financière. Avec un numéro de dossier, un sceau. Et elle disait que la demande de prêt à mon nom avait été approuvée et décaissée vendredi après-midi. 95 000 €. J'ai lu cette page 3 fois. Debout dans mon propre salon. Numéro de dossier, X. Sceau. Date de décaissement, vendredi. Montant, 95 000 €. Titulaire, moi. Et en dessous, en petits caractères, l'adresse de mon immeuble comme garantie collatérale. J'ai levé les yeux, et j'ai regardé ma femme. Esther était toujours assise sur le canapé, les jambes croisées, avec ce demi-sourire. Je m'attendais à trouver une femme effrayée, parce que Raquel m'avait dit qu'elle l'était. Et non, cette femme était sereine. Tu sais ce que c'est, lui ai-je demandé. Je sais ce qu'il y a d'écrit. Je t'ai demandé si tu sais ce que c'est. Elle s'est calée dans le canapé. Adrien, assieds-toi. Parlons comme des adultes, pour la première fois en 20 ans. Je me suis assis en face d'elle. J'ai posé le papier sur la table basse, entre nous. Et ma femme m'a parlé pendant 7 ou 8 minutes, sans que je l'interrompe. Je vais vous le résumer, parce que c'était le discours le plus froid, que j'ai jamais entendu de ma vie. Elle m'a dit que l'argent avait déjà été décaissé. Et qu'il n'y avait aucun moyen de le rendre, sans ouvrir une enquête. Que, si je signalais le problème, la première chose qu'il vérifierait serait, qui a signé. Et que oui, sa signature à elle apparaîtrait. Mais que cela montrerait aussi, que l'argent a été transféré sur un compte. Et que ce compte est un compte joint. Quel compte joint, lui ai-je demandé. Celui de la banque. Celui que nous avons ouvert, à la naissance d'Estella. Je n'avais pas touché à ce compte depuis 10 ans. Elle non plus, pour autant que je le sache. Et c'est là que j'ai réalisé la faille. Un compte qui existe encore, qui est toujours ouvert, avec nos deux noms. J'ai signé pour ce compte en 2003, de ma propre main. L'argent est arrivé vendredi, a-t-elle dit. Il est là. Je n'y ai pas touché. Et qu'est-ce que je suis censé en faire? C'est là qu'elle est venue au fait. À la partie qu'elle avait préparée. Demain, nous allons chez le notaire. Nous signons un document, où tu reconnais que l'immeuble a été acheté, avec les fonds du mariage. Avec ça, ce prêt n'a plus aucun problème. Parce que j'avais le droit d'en faire la demande.
Il sera remboursé par le loyer de l'immeuble lui-même. En 4 ans. Et personne ne saura rien. Ni ta fille. Ni ma sœur. Ni ton ami avocat. Et après? Après, on reste marié, ou on ne le reste pas. Ce que tu voudras. Mais c'est réglé. Je l'ai regardé, et Esther n'a pas scié. Il n'a plus rien à voir avec moi. C'est là, messieurs, que ma femme a fait sa plus grosse erreur. Car depuis 2 jours, je savais qu'elle avait peur. Et, à ce moment-là, j'ai compris de quoi exactement elle avait peur. Pas de la prison. Elle avait peur de lui. Je l'ai vu, dans la façon dont elle a prononcé cette phrase. Trop vite. Trop répété. Je me suis levé, j'ai pris le papier sur la table, et je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Demain à 10 heures, Adrien. Le rendez-vous est déjà pris. Demain à 10 heures, ai-je répondu. Je suis monté dans la chambre à l'étage. J'ai fermé la porte, et j'ai appelé Roberto. Il était 19h30, un dimanche. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je lui ai lu l'intégralité de la notification. Je lui ai donné le numéro de dossier. Je lui ai donné la date. Roberto est resté silencieux si longtemps, que je lui ai demandé s'il était toujours là. Adrien, as-tu cette notification sur papier, entre tes mains? Je l'ai entre les mains. Envoie-moi une photo des 2 côtés, tout de suite. Je la lui ai envoyée. 4 minutes se sont écoulées, et Roberto m'a rappelé en riant. Il riait vraiment, avec un rire nerveux. Adrien, cette notification est un faux. Je me suis assis sur le lit. Comment ça, un faux? Le numéro de dossier n'a pas le format qu'ils utilisent. Le sceau est imprimé, pas tamponné. Et il y a pire, ce qui me confirme la chose. Cette institution ne notifie pas les décaissements par coursier. Il notifie par email. Et par message sur le téléphone portable enregistré. Jamais sur papier. Roberto, c'est arrivé chez moi. C'est arrivé chez toi, oui. Mais ce n'est pas la société de financement qui l'a envoyé. Et puis il m'a posé la question, qui t'a donné cette enveloppe? Je suis resté sans voix. Adrien, qui te l'a mise dans les mains? Ma femme. Et qui t'a dit que c'était arrivé par coursier? Ma femme. Roberto a baissé la voix. Écoute-moi attentivement. Le dossier est toujours en attente. Je l'ai vérifié vendredi après-midi, avec le nom et le numéro de dossier. Et il était en attente, en raison d'une incohérence sur la propriété. Rien n'a été décaissé. Ce papier a été fabriqué. Pour que tu penses qu'il est trop tard. Parce qu'un homme qui pense que le mal est déjà fait, signe pour essayer de réparer. J'étais assis sur le bord de mon lit, le téléphone collé à l'oreille. Toute l'opération de ma femme ce week-end, le dîner avec la nappe, le torchon pour essuyer la vaisselle à côté de moi, sa main sur la mienne, sa douce voix. Tout ça n'avait qu'un seul but. Que j'arrive lundi à 10 heures du matin, en croyant que signer était la seule issue. Et là, je dois vous dire toute la vérité. Même si ce n'est pas à mon avantage. Si Raquel ne m'avait pas ouvert sa porte ce matin-là. Et si Roberto n'avait pas répondu à son téléphone, un dimanche à 19h30. J'aurais signé. J'aurais signé, messieurs. Par peur. Pour ne pas entraîner ma fille dans un scandale. Pour ne pas voir ma femme menotte au poignet. J'aurais signé. Et j'aurais livré 40 ans du travail de mon père. J'étais à ça de le faire. J'ai demandé à Roberto ce que je devais faire lundi. Et Roberto m'a répondu une chose à laquelle je ne m'attendais pas, vas-y, comment ça, vas-y? Va au rendez-vous. Arrive à l'heure. Écoute tout ce qu'on te dit. Et ne signe rien. Pourquoi je devrais y aller? Parce que j'ai besoin de savoir une chose. Et on ne le saura que si tu y vas. Je lui ai demandé ce qu'il avait besoin de savoir. S'il sera là. Le lundi, à 10h10 du matin, je suis arrivé chez le notaire sur la rue Juarez. Esther y était allée de son côté. Je l'ai vue sur le trottoir, avec un dossier à la main, et une robe bleue que je ne lui avais jamais vue. Elle était coiffée. Elle était pomponnée comme pour une séance photo. Et elle n'était pas seule. À côté d'elle, adossé au mur, il y avait un homme d'environ 45 ans. Chemise claire, pas de cravate,
avec son téléphone portable à la main. C'était la première fois de ma vie que je voyais son visage. 4 ans à recevoir des rapports avec sa signature. Et c'était la première fois que je voyais Victor. Je me suis approché. Esther est devenue nerveuse, pour la première fois de la semaine. Adrien, c'est un consultant. Il est juste venu pour t'expliquer les termes, parce que je ne comprends pas ces choses-là. Et cet homme m'a tendu la main. Je l'ai serré. Je l'ai serré, messieurs. Et j'ai soutenu son regard. Enchanté, a dit Victor. Adrien, votre femme m'a dit que vous étiez en train de régler des questions de propriété. C'est la chose la plus saine à faire. Les gens laissent passer les années, et c'est là que les problèmes surviennent. Il parlait calmement, poliment. Avec l'assurance d'un homme, qui a eu cette même conversation 50 fois. Nous sommes entrés tous les trois. On nous a fait passer dans une petite pièce. Et là-dedans, pendant 20 minutes, cet homme m'a expliqué, avec des papiers sur la table. Pourquoi la chose la plus pratique pour moi, était de reconnaître que le bâtiment avait été acquis avec les fonds du mariage. Il a parlé du bien-être de ma fille. Il a parlé d'éviter de longs procès. Il a parlé du fait que les juges favorisent toujours l'épouse. Il m'a dit qu'il avait vu beaucoup de cas comme le mien, se terminer par un désastre à cause de la fierté. Et à un moment donné, il a sorti un document déjà imprimé, avec mon nom complet écrit en haut. Et il l'a posé devant moi, avec un stylo par-dessus. J'ai regardé ce papier pendant un long moment. Puis, j'ai regardé ma femme. Elle se mordait l'intérieur de la joue. Une chose qu'elle fait depuis qu'elle a 28 ans, quand quelque chose est très important pour elle. Et puis j'ai regardé cet homme, et je lui ai posé une seule question. Pardonnez mon ignorance. Travaillez-vous ici, dans l'étude du notaire? Il y a eu une demi-seconde de silence. Non. Je suis un consultant externe. Oh. Et pour quelle entreprise? Encore une demi-seconde. Je travaille à mon compte. J'ai hoché la tête lentement. C'est étrange. Parce que j'ai un contrat de location signé par vous, avec le nom de votre entreprise, et votre titre de directeur. Renouvelé en janvier de cette année. L'expression de cet homme n'a pas changé. Je dois lui accorder ça. Pas un muscle. Mais il a posé ses 2 mains sur la table, et ce mouvement l'a trahi plus que n'importe quel geste. Je me suis levé, j'ai laissé le stylo où il était, et je me suis adressé à ma femme, sans hausser la voix, je ne signerai rien aujourd'hui. Esther s'est levée d'un bond. Adrien. On se voit à la maison. J'ai quitté cette étude de notaire, et j'ai marché vers mon pick-up. Le cœur battant dans mes oreilles. J'étais à la moitié du parking, quand j'ai entendu ses pas derrière moi. Pas les siens, les siens. Il m'a rattrapé près de la portière du conducteur. Et là, sans personne autour, cet homme m'a parlé avec une voix complètement différente, de celle qu'il avait à l'intérieur. Monsieur Adrien, je vais vous faire gagner du temps. Je n'ai pas besoin de votre signature. Je me suis retourné. Votre femme a signé 18 documents en 14 mois. 18 de sa propre main, devant témoin, avec une copie de sa pièce d'identité. Il a esquissé un faible sourire. Vous pouvez porter plainte demain si vous le souhaitez. La seule personne qui va mettre un pied dans un tribunal dans cette histoire, c'est la mère de votre fille. Je suis resté là, près de la porte de mon pick-up. Regardant cet homme, retourné vers l'étude du notaire, sans se presser, en réajustant le poignet de sa chemise. Et là, dans ce parking, j'ai cessé d'avoir peur. Je ne saurais pas bien l'expliquer. Pendant 8 jours, j'avais eu l'estomac noué. Je scrutais la rue, j'écoutais le bruit des moteurs dans la nuit. Et au moment exact où cet homme m'a dit en face, que la seule personne qui mettrait un pied dans un tribunal, serait la mère de ma fille. Quelque chose s'est apaisé en moi. Car il venait de me dire, sans s'en rendre compte, quel était son unique plan. Il n'avait rien contre moi. Il n'avait jamais rien eu. Tout son pouvoir résidait en une seule chose. Mon amour pour ma famille. C'était ça, son otage. J'ai conduit directement jusqu'au bureau de Roberto, et je lui ai répété la phrase entière. Mot pour mot. Roberto s'est adossé à sa chaise, et a longuement réfléchi. Adrien, tu me jures qu'il était à l'intérieur de l'étude du notaire. Qu'il s'est assis en face de toi pendant 20 minutes. Et qu'il t'a présenté un document avec ton nom imprimé en haut.
Je te le jure. Roberto a ouvert un carnet. Alors, cet homme vient de faire la pire erreur de sa vie. Il m'a expliqué pourquoi. Pendant 14 mois, Victor avait pris soin de ne rien signer. C'est elle qui signait tout. Toute l'opération était montée, pour que si quelque chose tournait mal, le seul nom visible soit celui d'Esther. Mais ce matin-là, il s'était assis dans l'étude d'un notaire. Devant moi, devant ma femme, devant une réceptionniste, et un stagiaire qui était entré dans cette pièce à 2 reprises. Et il s'était présenté, comme un consultant externe indépendant. Alors qu'en réalité, il est le directeur de l'agence, qui a demandé le prêt. Ce n'est pas un crime en soi, m'a dit Roberto. Mais c'est ce dont on avait besoin. Jusqu'à aujourd'hui, c'était un fantôme. À partir d'aujourd'hui, il y a 3 personnes, qui peuvent le situer physiquement à l'intérieur de l'opération. J'ai demandé quelle était la suite. Roberto a posé le carnet sur le bureau. Adrien, nous devons parler sérieusement de quelque chose, et ça ne va pas te plaire. Il m'a dit carrément, que si je portais plainte à ce moment-là avec ce que nous avions, la plainte tomberait sur Esther. Parce que sa signature était sur 18 documents, et la sienne sur aucun. Qu'il avait raison sur ce point. Et que c'était exactement ce qu'il avait prévu depuis le début. Que si je voulais que cet homme doive rendre des comptes, nous avions besoin d'autre chose. Nous avions besoin que quelqu'un de l'intérieur nous remette les dossiers où sa signature d'autorisation apparaissait. Pas les pages de garde, les dossiers complets. Erika, ai-je dit. Erika, a répété Roberto. Mais Erika ne peut pas te les procurer, parce que ce serait un vol de documents. Et elle coulerait avec eux. Erika doit les remettre, par le biais de la procédure appropriée. Quelle est la procédure appropriée? Et Roberto a souri pour la première fois de toute la réunion. Son patron. L'entreprise. Si la société de financement elle-même détecte une fraude interne, et la signale, Erika n'est plus une employée déloyale. Elle est la personne qui a signalé une irrégularité. Et c'est comme ça, qu'elle sera protégée. Et comment faire pour que cette entreprise regarde en interne? Roberto m'a regardé, comme on regarde quelqu'un qui a la réponse dans la main, et qui ne la voit pas. Adrien, tu es le propriétaire de l'immeuble, où opère cette agence. Tu as un contrat de location en cours avec cette entreprise. Et tu les as justement prévenus la semaine dernière. Je me suis souvenu de la notification, qui était partie jeudi à 7h40 du matin. Celle qui avait fait sonner le téléphone de ma femme à 8h. De quoi les as-tu prévenus exactement, m'a demandé Roberto. Que je n'allais pas renouveler le contrat. Parfait. Alors demain, tu les convoques. Et tu ne les convoques pas, en tant que propriétaire contrarié. Tu les convoques pour parler du renouvellement. Cet après-midi-là, avant de partir, Roberto m'a fait une mise en garde. Qui s'est avérée être la plus importante de toutes. Adrien, écoute-moi bien. Quand les choses vont commencer à bouger. Il saura, dans les heures qui suivent, que tu as fait un pas en avant. Et quand il le saura, la première personne qu'il va chercher, ce n'est pas toi. J'ai quitté le bureau à 16h. Et à 16h20, Estella m'a appelé. Ma fille ne m'avait pas appelé depuis jeudi. J'ai répondu, m'attendant à une autre dispute. Mais ma fille n'était pas en colère. Ma fille pleurait. Papa, où es-tu? Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Est-ce qu'il est vrai que maman a des ennuis, à cause d'un prêt? Je lui ai demandé qui lui avait dit ça. Et Estella m'a répondu à travers ses larmes. Que tante Raquel était venue à son appartement ce matin-là. Et qu'elle lui avait tout raconté, absolument tout, depuis le début. Y compris les 9000 € qu'elle-même avait perdus il y a 6 ans avec ce même homme. Papa, je t'ai accusé dans ton propre salon. Je sais, chérie. Je t'ai traité de voleur. Je sais. Je lui ai dit d'aller chez moi, qu'on s'y retrouverait. J'ai raccroché. En conduisant avec les yeux embués. D'une façon qu'il n'avait plus été depuis les funérailles de mon père. Mardi matin, j'ai passé l'appel. J'ai demandé à parler à la direction régionale de la société de financement. Je me suis identifié comme étant le propriétaire de l'immeuble. J'ai dit que je voulais les rencontrer, pour discuter de la possibilité de renouveler le contrat. Mais que je devais d'abord aborder certaines irrégularités qui avaient été portées à mon attention, concernant le fonctionnement de cette agence.
Et que je préférais en parler avec eux, avant de m'adresser à toute autre autorité. Roberto avait rédigé cette dernière phrase sur un bout de papier. Il m'avait dit de la lire exactement comme elle était écrite. Ils m'ont rappelé 50 minutes plus tard. La réunion était fixée au jeudi, à 9 h du matin. 2 personnes de la direction régionale feraient le déplacement jusqu'à l'agence. Et le même après-midi, tard dans la nuit, Erika m'a envoyé un message transféré. Monsieur, ils ont demandé les archives aujourd'hui. Tout a commencé à avancer de son propre chef. Mais Roberto avait raison. Et je l'ai découvert le mercredi. Le mercredi à 19 h 30, je suis rentré à la maison. Esther n'était pas là. Son sac à main était sur la table. Ses clés étaient dans le vide-poche de l'entrée. Son téléphone était sur le comptoir de la cuisine, face vers le haut, écran allumé. Et la porte d'entrée était entr'ouverte. J'ai ressenti un frisson que je n'avais pas encore ressenti, dans toute cette histoire. Je suis sorti. J'ai appelé son nom sur le trottoir. Et c'est Donna Myriam, depuis son portail, qui m'a dit ce que j'avais besoin de savoir. Adrien, mon garçon, ils l'ont emmené il y a environ 20 minutes. La voiture grise. Elle se disputait, mon garçon. Elle criait très fort. J'ai couru à l'intérieur de la maison. J'ai pris le téléphone de ma femme. Et il était déverrouillé. Il n'avait jamais eu de mot de passe. 20 ans, et cette femme n'avait jamais mis de mot de passe. Parce qu'elle était absolument sûre que je n'oserais jamais toucher à son téléphone. J'ai ouvert les messages. Et la première chose que j'ai vue, c'était la conversation de ce jour-là, à 18 h 48. Lui, j'ai besoin de te voir tout de suite. C'est à propos de ton mari. Esther, je ne peux pas. Ma sœur arrive à 20 h. Lui, maintenant, Esther. J'ai fait défiler l'écran vers le bas. Et il y avait 14 mois de messages. Tout y était, messieurs. Il y avait le rendez-vous chez le notaire. Il y avait les instructions, sur les papiers à prendre dans mon tiroir. Et il y avait la phrase où il expliquait, comment faire la fausse notification, et dans quelle papeterie l'imprimer. Et là, daté du 11 mars, se trouvait le message, qui m'a fait m'asseoir sur les marches de ma propre maison. Quand ce sera fait, tu auras la moitié de l'immeuble, et il ne pourra rien réclamer. Cet homme n'a pas le courage de te quitter. Il ne l'a jamais eu. Et il ne peut pas garder cette maison sans toi. Ma femme n'avait pas inventé cette phrase. C'est lui qui la lui avait apprise. J'ai appelé Roberto, puis la police, dans cet ordre. Et à 21 h 40, alors que j'étais debout dans ma cuisine, en train de faire ma déposition, le téléphone d'Esther a sonné sur la table. C'était elle. J'ai répondu. Et ma femme m'a parlé avec une voix que je ne reconnaissais pas. Une voix très basse, très rapide. Avec le bruit de l'autoroute en arrière-plan. Adrien, écoute-moi. Ne fais rien. S'il te plaît, ne fais rien. Je vais bien. Où es-tu? Je vais bien. Signe juste le papier jeudi, et tout ça sera fini. Et puis, j'ai entendu sa voix à lui, en fond sonore, loin du micro. Parle-lui de jeudi. Parle-lui de la réunion de jeudi. Ma femme est restée silencieuse. Puis, très lentement, elle a prononcé la phrase qu'il avait laissée échapper, et qu'elle venait tout juste de comprendre. Adrien, quelle réunion jeudi? J'ai dit la vérité à ma femme. Parce qu'à ce moment-là, la vérité était la seule chose, qui pouvait la faire sortir de cette voiture. Jeudi à 9 h du matin, la direction régionale de son entreprise vient pour auditer l'agence. C'est moi qui les ai convoqués. J'ai entendu la respiration d'Esther. Et j'ai entendu autre chose. J'ai entendu le bruit de l'autoroute changer. La voiture freinait. Esther, écoute-moi attentivement. Il ne t'a pas emmené à cause de moi. Il t'a emmené parce que jeudi à 9 h, ces dossiers n'existeront plus. Et il a besoin que tu signes quelque chose ce soir. Dans une voiture, n'importe où. Tout ce qu'il a fait ces 14 mois. C'était pour que ton nom soit sur tout, et le sien sur rien. À l'autre bout, elle n'a rien dit. Esther, combien de papiers as-tu signé? Et ma femme, d'une voix brisée, m'a donné la réponse que Raquel m'avait déjà donnée dimanche. 18, et lui? Combien? Un silence. Aucun, a-t-elle dit.
La communication a été coupée. La police l'a retrouvée 50 minutes plus tard, dans une station-service à la sortie de l'autoroute. Elle se tenait devant les toilettes, sans son sac, sans son téléphone. Les bras croisés, et grelottant de froid. Il était parti. Quand ils l'ont ramené à la maison à 1h30 du matin. Ma femme ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle s'est assise sur la chaise de la cuisine. La même où, 8 jours plus tôt, elle m'avait dit que je n'avais pas le courage de la quitter. Et elle y est restée jusqu'à l'aube. À 4 heures du matin, je suis descendu et je lui ai posé un café devant elle. Elle ne m'a posé qu'une seule question. Est-ce que je vais aller en prison? Et je lui ai donné la seule réponse honnête que j'avais. Je ne sais pas, le jeudi, à 9 heures du matin, je me tenais à l'entrée de mon immeuble. 2 personnes de la direction régionale sont arrivées. Nous sommes montés au bureau de gestion. Et là, sur la table, tout était étalé. Erika était entrée à 9h20. Avec 2 boîtes de dossiers, qu'elle avait elle-même préparées la veille au soir. Avec un inventaire, et une numérotation. Le tout remis via la procédure appropriée, à sa propre entreprise, en tant que signalement interne d'irrégularité. 41 dossiers. 41 habitants de ce quartier. Et, dans chacun de ces 41 dossiers, sur la ligne d'autorisation, la même signature. Victor est arrivé sur les lieux à 9h40. Comme n'importe quel autre mardi, avec son café à la main. Je l'ai vu depuis la fenêtre du 2e étage. Il l'attendait en bas. Il n'y a pas eu de scène de cinéma, messieurs. Pas de cris. Pas de menottes. Pas de gens qui s'attroupent pour regarder. Tout s'est déroulé de manière beaucoup plus ennuyeuse, et beaucoup plus définitive que ça. Ils lui ont demandé son badge d'identification, son téléphone professionnel, et ses clés. Ils l'ont escorté jusqu'au trottoir, et lui ont fermé la porte vitrée au nez. Il s'est retrouvé là, dehors. Avec son café. Sur le trottoir de mon immeuble. Puis, il a levé la tête. Il m'a vu, à la fenêtre du 2e étage. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. Je n'ai fait aucun geste. Je n'ai pas souri. Je ne l'ai pas montré du doigt. Rien. Je me suis juste tenu là, en étant exactement ce qu'il n'avait jamais cru que je sois, le propriétaire. Il a baissé les yeux le premier. Maintenant, je vais vous dire comment chaque chose s'est terminée. Parce que chaque chose a eu une fin différente. Roberto s'est occupé de la partie légale, et cela a duré 14 mois. La société de financement a déposé une plainte pour fraude interne, avec les 41 dossiers. Victor a été poursuivi. Il attend sa sentence, et l'affaire est toujours en cours. Ses avoirs sont gelés. Et il fait face à des poursuites civiles de 9 familles du quartier, qui payaient depuis des années pour des prêts qu'elles n'avaient jamais demandés. Erika a témoigné en tant que témoin protégé, pour sa propre entreprise. Et elle y travaille encore aujourd'hui. Ils l'ont promue. Pour Esther, les choses se sont terminées par une décision de ma part. Que tout le monde ne comprendra pas, Roberto a été très clair avec moi. Je pouvais porter plainte contre elle, pour falsification et utilisation de documents. Avec ça, elle serait entrée dans le processus en tant que responsable direct. Ou je pouvais ne pas le faire. Et elle y entrerait. Comme ce que Raquel m'avait demandé sur le pas de sa porte, en faisant la part des choses. Je n'ai pas porté plainte contre elle. Je ne l'ai pas fait par amour, et je veux être très clair là-dessus. Car je ne veux pas que quiconque parte d'ici, en pensant que je lui ai pardonné. Je ne l'ai pas dénoncé, parce que j'ai une fille de 23 ans. Et qu'elle ne méritait pas de porter ça, pour le reste de sa vie. Esther a témoigné. Elle a remis les 14 mois de messages de son téléphone. Ce qui a constitué la preuve, qui a scellé les intentions de cet homme depuis le premier jour. Son témoignage est ce qui a transformé 41 dossiers distincts en un complot planifié. Et elle a payé pour sa participation d'une autre manière. Elle a perdu son travail au magasin 3 semaines plus tard, quand l'histoire a fait le tour du quartier. Elle a perdu sa sœur pendant presque 1 an. Bien que Raquel ait fini par revenir. Parce que c'est comme ça qu'est Raquel. Elle a perdu la maison. Parce que nous avons divorcé en janvier. Et cette maison avait été achetée par mon père en 1994. Et elle a perdu quelque chose de plus grand. Ce fut la seule chose qui l'a vraiment blessée. Estella ne lui a pas adressé la parole pendant 8 mois. Le divorce a été rapide.
sans combat. Le bâtiment, l'entrepôt, et la maison, ont été reconnus comme étant mes biens propres par héritage. Exactement comme Roberto l'avait rédigé 3 ans plus tôt. Quand je lui avais dit que nous ne nous séparerions jamais. Elle a pris ses vêtements, ses affaires, la voiture, et une indemnité. Que je lui ai donnée par écrit, sans qu'aucun juge ne m'y oblige. Aujourd'hui, elle vit dans un petit appartement, à 12 rue d'ici. Elle travaille dans une pharmacie. C'est Raquel qui lui a trouvé ce travail. Je la vois 2 ou 3 fois par an. Aux anniversaires d'Estella, et à Noël. Nous sommes polis. Il n'y a pas de haine. La haine s'estompe aussi, et plus vite que vous ne le pensez. Donna Myriam est décédée l'hiver dernier. À 80 ans, dans son sommeil. J'ai porté son cercueil, avec son fils. Et lors des funérailles, j'ai raconté à sa famille, ce que cette dame avait fait pour moi. Parce que personne ne savait, qu'une femme de 78 ans, avec une caméra de portail qu'elle ne savait même pas utiliser, était celle qui m'avait donné la première vraie preuve. Son fils a pleuré. Il m'a dit que sa mère ne lui avait jamais rien dit. Bien sûr que non. Elle n'était pas du genre à raconter des choses. Elle était du genre à être là. Armando a pris sa retraite l'année dernière, à 68 ans. Après 42 ans en tant que notaire. Nous avons organisé sa fête de départ à la retraite, dans la grande salle au rez-de-chaussée de mon immeuble. Nous avons tous décoré la salle ensemble. Estella a installé les lumières. Raquel a préparé le gâteau. Parce que Raquel prépare toujours le gâteau. Armando a prononcé un court discours. À sa manière, il a remercié sa femme, ses enfants, et ses clients de 40 ans. Et à la fin, il a levé son verre, et a dit « Et merci au propriétaire de ce bâtiment, qui m'a laissé travailler ici jusqu'au tout dernier jour. » Et il m'a cherché dans la foule. J'étais au fond, un verre à la main. Toujours avec ma salopette sous ma veste. Parce que j'arrivais du garage. Je lui ai dit plus tard en privé, pendant que nous rangions les chaises. Je lui ai dit que cet homme, celui qui avait essayé de tout me prendre, n'avait jamais compris une chose très simple. Il croyait que je n'avais pas réagi ce soir-là au dîner, parce que je manquais de courage. Mais la vérité est tout autre. Je n'ai pas réagi, parce qu'un homme qui a passé 3 ans à construire quelque chose, de ses propres mains, en silence, sans que personne ne le félicite, sans que personne ne le sache. Cet homme apprend, que les choses importantes ne se défendent pas en criant. Elles se défendent en étant là, quand le jour vient. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Je vis toujours dans la maison de mon père. J'ai changé la cuisine. Pas parce que c'était nécessaire, mais parce que j'en avais envie. J'ai mis une nouvelle table, et j'ai acheté de la nouvelle vaisselle. Je lave toujours mon assiette après le dîner. Tous les soirs. Avec un vieux chiffon bleu, que personne ne me dit de jeter. Le dimanche, ma fille vient déjeuner. Parfois, Raquel vient. Parfois, c'est le fils de Donna Myriam, avec sa famille. Et chaque nuit, quand j'éteins la lumière de la cuisine, et que je monte à l'étage. Je me souviens de la seule phrase, de toute cette histoire, qui s'est avérée être vraie. Ma femme m'a dit que je n'avais pas le courage de la quitter. Elle avait raison. Je ne l'ai jamais quittée. C'est elle, qui est partie d'elle-même, la nuit où elle a décidé que l'homme qui lavait la vaisselle à côté d'elle, ne valait rien. Et cette nuit-là, messieurs, j'ai dormi d'une traite. Exactement comme je dors aujourd'hui.